Bien bonjour, Pep Matinique. Nous qu'arriverons en disant bocantage nous, et puis moi, Anicia Berton. Comment on peut réveiller les nôtres face à autant d'attaques simultanées, mais qui sont finalement subies en silence. Donc on nous met dans une situation de précarité, on nous met dans une situation d'injustice, on nous met dans une situation où tu es tout le temps obligé de courir à droite à gauche pour faire des papiers parce que telle administration ou tu as tel hôpital où tu prends un rendez-vous ou tu as un rendez-vous tous les 6 mois. En fait, on est tout le temps en train de... Comment vous voulez que ces gens-là puissent avoir la force s'ils ont un seul jour ou même 2? Qui ça y a fait? Yo ka reposer quoi yo ka essayer changer l'esprit yo ka essayer nous dans système qui ka oppressé qui ka pigé qui ka sissé qui ka pressé donc qui ça ka fait celle qui joue au nion délai yo là donc nous peut déjà dire merci pour ça nous peut essayer demander yo garder si yo peut impliquer quoi yo ti brin plus nous peut essayer dire que yo peut organiser quoi yo autrement. Yo peut essayer côté il y a plusieurs moyens militaires. Alors il y a moyen man ka fait. Bon, mon pas on les tirer en compte avant parce que mon fait plusieurs opérations. Donc mon peut pas aller en les tirer en compte avant, mais par contre mon sans lanceur d'alerte, mon peut aider aussi à organiser certains bagailles qu'on nous ni des mouns, nous ni des militants qui a fait des jardins partagés, nous ni des militants qui a fait qui a essayé instruire Timomai à histoire qui a essayé apprendre histoire par des petits dessins animés, des petits marionnettes, nous ni Manjalta qui a fait essayer apprendre ces chomets là histoire mais et puis en moyen ludique il y a des gens qui a fait comment qu'a dit toute manière chanter nous ni des artistes militants ça te caille bien que nous baillons plus force c'est pas mon solidarité c'est pas mon gagazé c'est pas mon solidarité c'est police la gamousquilé c'est pas mon solidarité si moi j'ai bouqué licencié c'est pas mon solidarité comme tout le monde yo si nèg ma honte écouter nèg de maison nous t'es toujours en esclavage yo ka dit nous ka fait moucher parce nous ka prend moun en otage et puis barrage nous top militant clavier fait mes bouches au passage big up ça qui sur le terrain même si yo ka traiter sorte de sauvage moi je prends na 0 moun ka modé tété moun prochain qui dit langage pendant nous les problèmes d'eau pendant que l'on déconne ka continuer faire ravage peuple a manipulé comme ton comilé 50% si alcool pour qui ça pas 50% à si manger et puis viens qu'on arrive que ou ka fait bon sou yo poisonné peuple là examen pas ni doute car embaucher politique a et puis tonton m'acoute mettez nèg à genoux à terre à coûte que coûte yo assis pote yo ka boire la goutte champagne et puis coquine nèg ça pas encore tout yo te connaît loyaux mais yo passé outre consi la vie nous et puis yo jaboute nous pas qu'à douter que autres coupables nous pas qu'à douter autres responsables politique bécheland autres poisonnés peuple là nous pas qu'à douter que autres coupables nous pas qu'à douter autres responsables politique bécheland autres poisonnés peuple là qui monde qui les voit peuple nous à terre c'est yo et signer sa combativité qui monde qui profite qui monde qui fait loi mais qui plus grand mal fait c'est yo qui monde qui les nous reste spectateurs c'est yo qui empoisonné Teya c'est yo qui empoisonné de l'eau c'est yo qui a oppressé nous c'est yo qui les contrôle nous les jouer les victimes alors nous savons qui c'est yo chef de criminel qui c'est yo qui c'est papa
ça. Quand le coup de tri, on fait juste pour la belle. C'est yo. C'est yo. Oh 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 oh. Niveau virus là, c'est yo. Ça qu'a fait combien siècles yo qu'a fait bon victime. Niveau virus là, c'est yo. Ni remettre contre les autres la même bataille, la pas ni médecine. Niveau virus là, c'est yo. C'est peut-être la raison qu'a fait yo perdre chloroquine. Yo fait tuer un peuple sans pitié. Juste pour business, yo ça a marché. Que nous mettions plus en avant que nous fait promotion la violence. Parce que Sabel dit tous les jours, oui, la violence, la violence. Mais ça t'est bon que certains médias arrêtent de faire promotion de la violence à dans clip. Puisque il y a nous des artistes conscients que y'ont pas qu'à valoriser. Ou c'est-à-dire que toute bagaille la faite pour nous rester à dans la même situation. Y'ont qu'à dire nous ni la violence, mais tous les jours, y'ont qu'à regarder des clips la télé. C'est rien qui physique, rien qui... Donc, ça contradictoire, en fait. La violence, faut pas laisser ça. Nous aussi, nous essayons maintenant. Nous aussi, nous tenons comme malades qui dégagent nous. On nous volait, on nous branchait, on nous pétait en l'ayo. Nous parlons ça. J'ai nous gafons les genoux blessés. Nous aussi, nous te prions. Je veux plus entendre que des jeunes de chez nous se font tuer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans une société comme ça. Nous parlons ça, j'ai nous blessés, les genoux blessés, les côtes nous blessés, les pays nous blessés. Mais soit ça fait violence là. Nous parlons yes. Nous parlons ça. Les genoux blessés, les genoux assassinés. Check conscience. Check l'esprit. Ouais. Conscience pour ça pas arriver encore. Pour ça pas continuer, perpétuer encore. Nous parlons ça. En fait, qui moyen nous peut parler de violence? Nous peut soi-disant dénoncer la violence et puis même ballon pas dire ces médias bon ben arrêtez faire promotion ces bagailles là et ça pas qui aider nous garder ichno nous exactement des jours matinique nous t'es presque à 400 000 jeudi jour nous descend à 250 000 mais ça fait exprès faut que nous trouvions un moyen pour faire virer et puis faites à cette akipati rivirer. C'est ça. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais très solennellement vous dire, hors de toute polémique, je veux lancer devant la représentation nationale et devant la nation tout entière un cri d'alarme. C'est l'éventualité avérée de prendre conscience que nous sommes confrontés en Guadeloupe et en Martinique à une véritable extinction démographique. Si rien n'est fait, nous allons vers une disparition à terme de ces peuples. En 30 ans, la Martinique et la Guadeloupe auront perdu chacune 70 000 habitants, soit près de 20% de la population. Les jeunes de moins de 30 ans ne représentent plus que 16% de la population au lieu de 18% dans l'Hexagone. 50% des jeunes sont au chômage. 2 jeunes sur 3 qui quittent le territoire pour travailler ou encore étudier ne reviennent pas. Ces chiffres donc sont ahurissants. C'est une fuite de cerveau, c'est une disparition de la force du travail, c'est une chute à terme de la fécondité. En fait, la Martinique et la Guadeloupe ne pourront pas, dans les 10 années qui viennent, reproduire naturellement leur population. À cela s'ajoute un vieillissement de la population. 60%, 40% de la population de plus de 60 ans d'ici 20 ans. Et 24 000 personnes aujourd'hui, 52 000 personnes d'ici 2040. Alors, ce drame démographique a des conséquences. Le désastre sanitaire des centres hospitaliers de Fort-de-France, de Cayenne, de Pointe-à-Pitre en sont les témoignages les plus spectaculaires. Monsieur le Premier ministre, pour éviter ces catastrophes, quand ferez-vous germer une nouvelle politique de la jeunesse au service du développement économique et d'une nouvelle démocratie économique? Quand tiendrez-vous compte de nos positions géostratégiques entre l'Amérique et l'Europe
pour faire de nos pays des terres de transformation, de production et de croissance. Une opportunité se présente, la réforme constitutionnelle. C'est l'occasion de poser au sein de la République les cadres d'une politique permettant de libérer l'initiative locale, de renforcer la démocratie de proximité dans le respect de nos identités. C'est le moment de mettre en place une nouvelle politique de démocratie et de développement où la subsidiarité et le pouvoir normatif local deviendront une réalité. Êtes-vous prêts à l'assumer? Si vous avez un bagage à dire, Anicia, tout ça qui pas ici, hein, et qui, parce que ni un monde, par exemple, qui dévirait un pays, qui ça nous peut dire pour y reprendre même chemin là? Alors moi, je commence par dire que si on l'a parti, c'est-à-dire faut que nous commencer par poser comme nous question pour qui l'a parti. Et c'est là où est réglé pour qui que nous avons réglé tout le reste. Comment qu'a dit nous dans un système qui a créé de l'injustice. Yo qu'a dit nous que il y a le chômage en pays. Mais là on y a un système puisque yo qu'a soi-disant forceau et chercher travail, mais où on a l'impression que, et c'est pas une impression, hein, et c'est ça qui a fait, que yo parlé que vous trouvez travail en pays. Puisque nous avons un exemple, et puis c'est professeur des mamans et matniques qui apprennent, qui a fait toute bagaille pour yo et enseigner peuple et compatriotes que yo ka vrai dans différents pays, mais pour qui yo pas fait yo pas quitter ou rester en pays yo kita yo. Pour qui yo ka forcer moun aller dans l'autre pays enseigner alors que il en vérité ça qui est parti qu'a parti. Mais déjà pour qui ou les forcer ça qui ni famille parce que les ouf qui était en professeur parti c'est en famille qu'on a séparé. Ces professeurs là, yoni des parents, yoni des frères, des sœurs, yoni des camarades, yoni en l'habitude de vie, où les forcer yo à tout prix parti, et si yo pas parti ou ka puni yo, ça pas normal. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et a trait à la situation des enseignants néo-titulaires dans les 10 Outre-mer. J'y associe d'ailleurs l'ensemble des élus de ces régions et territoires qui sont, comme moi, légitimement préoccupés par cette situation. Comme vous le savez, ces néo-titulaires sont des enseignants qui, en tant que contractuels, ont rendu quelquefois, pendant de longues années, de bons et loyaux services au système éducatif dans nos pays et qui, passant les concours nationaux de l'éducation nationale, se voient systématiquement affectés hors de nos régions respectives et s'agissant de la Martinique, hors de Martinique, alors que dans le même temps existent dans les académies concernées des postes vacants, souvent pourvus par des enseignants, notamment contractuels, venant de l'Hexagone. Nous demandons, Monsieur le ministre, que cette question soit urgemment réglée dans un esprit d'équité et de transparence. C'est une situation incompréhensible quand l'on sait que dans nos pays déjà confrontés à de graves problèmes de dépeuplement, c'est par exemple 4600 jeunes martiniquaises et martiniquais qui partent chaque année afin de trouver dans l'Hexagone des perspectives d'emploi avec très peu de garanties de pouvoir rentrer pour travailler et vivre dans leur pays. Et pourtant, ce sont des forces vives de notre jeunesse, en mesure de porter le projet de développement durable, de nature à régler durablement les graves problématiques que connaissent nos pays. C'est pourquoi nous demandons, au-delà des cas individuels de cette année particulièrement préoccupants, et en attendant un plan d'urgence de l'éducation nécessaire pour nos pays, que des solutions soient rapidement mises en œuvre pour régler ce problème des néo-titulaires. Oui, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire donc pour régler définitivement cette situation qui prend des tours dramatiques? Ce sont des femmes et des hommes que l'on arrache à leur territoire, à leur vie familiale et à leur vie affective. Collègue. Merci. La parole est... C'est pas normal. Faut que nous pas accepter ça.
Et ça, c'est en méthode coloniale, c'est en l'esprit et puis en conscience coloniale que ces bagailles-là qu'a appliqué. Si c'est ces bagailles-là qu'a fait, c'est justement dans l'esprit colonial, domination. Il panique les professeurs, ni ces élèves-là, les universités. Pourquoi ils ferment des secteurs? Pourquoi fermer des secteurs? Pourquoi ne pas avoir fini l'école pour les infirmières? Justement, il faudrait demander ça à la CTM, à Monsieur Letchimi. Pourquoi l'école des infirmières n'a pas été terminée? Ça oblige nos jeunes à partir. Il y en a qui n'ont pas envie de partir. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces jeunes en France pendant mes soins. Je dis moi sincèrement, il y a l'autre qui dit moi sincèrement que yo pas aimé la France, que yo pas l'héritier en France, mais yo pas ni le choix. Même pour faire stage en pays yo pas qu'à trouver place. Mais bizarrement, des moun qui pas originaire de Martinique qu'à trouver place au CHU. Donc pour moi c'est en volonté de détruire peuple nous, sans volonté de génocider peuple nous, sans volonté de remplacer peuple nous. Mais nous peut garder ça qui a fait pas loin en Kanaki, qui maniait, yo vidé la Kanaki du peuple. Et ben même ça. Cette carte montre les dernières colonies du monde selon l'ONU. C'est une carte très politique et donc très discutée. Mais pour cette vidéo, une chose nous intéresse particulièrement. Sur les 17 dernières colonies de la planète selon les Nations Unies, 2 sont françaises. Le cas de la Polynésie française est un peu particulier. Lors des dernières élections locales en mai 2018, 86% des Polynésiens ont rejeté la voie de l'indépendance. Mais en Nouvelle-Calédonie, c'est une toute autre histoire. Qui est-ce qui habitait la France avant vous autres? Les Gaulois. Les Gaulois, on les appelle nos ancêtres. Comment vivaient-ils les Gaulois? Comme des sauvages, donc comme vous autres, hein? Aujourd'hui, nous disons que notre droit, il mourra avec nous. Mais tant que nous serons là, ce drapeau flottera. Vous ne vous laisserez pas faire? Non, je ne me laisserai pas faire. Je resterai sur ma terre et personne ne viendra m'insulter dans ma maison. Pour comprendre pourquoi la Nouvelle-Calédonie n'est toujours pas décolonisée, il faut se demander ce que cette île a de si particulier. La Nouvelle-Calédonie n'entre dans l'histoire de France qu'en 1853, c'est-à-dire très tard. À ce moment-là, la Réunion et les Antilles sont déjà colonisées depuis plus de 200 ans. À 17 000 km de Paris, la Nouvelle-Calédonie devient alors la colonie la plus éloignée de la métropole. Mais elle va surtout être l'une des plus fracturées. Lorsque les premiers colons s'installent, ils découvrent une civilisation restée jusqu'alors à l'écart du monde occidental, la société kanak. C'est une société traditionnelle et tribale présente sur l'île depuis 3000 ans. Lorsque ces deux mondes se rencontrent, le résultat est brutal. Les Kanaks sont décimés par les maladies apportées par les Européens et massacrés lors de révoltes violemment réprimées. Entre 1866 et 1921, leur nombre est quasiment divisé par 2. A l'inverse, les Européens sont de plus en plus nombreux. Ils s'approprient les terres des Kanaks et les cantonnent dans des réserves au nord et à l'est de l'île. Bientôt, ces réserves ne représentent plus qu'un 10e du territoire. Résultat, lorsqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les vieilles colonies d'outre-mer réclament l'assimilation comme département français, en Nouvelle-Calédonie, 2 sociétés continuent de cohabiter. D'un côté, les descendants des colons blancs,
que l'on appelle les Caldoches. De l'autre, les Kanaks, écartés dans les confins de l'île. Aujourd'hui, nous sommes parqués comme des troupeaux de chèvres dans les flancs de montagne et le bétail vit mieux que nous dans les plaines. Cette division va déclencher, quelques décennies plus tard, une quasi-guerre civile. Dans les années qui suivent, le fossé se creuse entre les communautés. Au milieu des années 60, le cours mondial du nickel explose. La Nouvelle-Calédonie, qui possède un quart des réserves mondiales, devient alors le nouvel Eldorado français. Encouragé par une politique fiscale très incitative de la part de la France, 35 000 personnes, métropolitains mais aussi polynésiens, débarquent sur l'île. En quelques mois, des fortunes sont bâties. On est quand même très heureux ici. Et sur le plan pécuniaire ? Sur le plan pécuniaire également. Mais les Kanaks, moins éduqués et moins qualifiés, restent à l'écart de cette prospérité. Pour la première fois, ils deviennent minoritaires en Nouvelle-Calédonie. En 1975, le festival Mélanésia 2000 est l'occasion pour les Kanaks d'une réaffirmation identitaire. La revendication, elle est culturelle, mais il n'y a pas de culturel qui n'est pas de résonance ou institutionnelle et donc politique. Pour la première fois, l'indépendance devient la question centrale du débat politique calédonien. D'un côté, les loyalistes caldoches, rassemblés derrière Jacques Lafleur, créent le RPCR, Rassemblement pour la Calédonie dans la République. De l'autre, les indépendantistes kanaks, dirigés par Jean-Marie Tjibaou, se regroupent derrière la bannière du FLNKS, le Front de libération nationale kanak et socialiste. S'ouvre alors une période de troubles violents, que les médias de l'époque, par analogie avec la situation algérienne, baptisent pudiquement les événements. 1984. Le FLNKS appelle au boycott des élections territoriales. L'île se couvre de barrages et de nombreux affrontements entre Kanaks et Caldoches ont lieu. Des deux côtés, des meurtres sont commis. Qu'avez-vous dans votre cœur ce matin, monsieur Tjibaou ? J'essaie de ne pas avoir de haine. 1985. Éloi Machoro, l'un des principaux dirigeants indépendantistes, est abattu par le GIGN. Un climat de quasi-guerre civile s'installe alors en Nouvelle-Calédonie. L'état d'urgence est déclaré. Et pendant de longs mois, la Calédonie alterne entre tentatives de dialogue et retour de la violence. Comme en Algérie, les affrontements des années 80 en Nouvelle-Calédonie auraient pu être le départ d'une nouvelle guerre coloniale. Il n'en sera rien. Face au drame d'Ouvéa, Jean-Marie Tjibaou, l'indépendantiste, et Jacques Lafleur, le loyaliste, choisissent de s'engager dans la voie du dialogue. Avec la médiation du tout nouveau Premier ministre Michel Rocard, ils signent des accords qui prévoient l'organisation d'un référendum d'autodétermination, ainsi que les fondements d'une politique de rééquilibrage économique entre Kanaks et Caldoches. Si leurs projets politiques demeurent opposés, ils acceptent de bâtir un destin commun entre les deux communautés. À votre avis, en l'an 2000, la Nouvelle-Calédonie est indépendante ? Pour moi, oui, mais avec tout le monde. Et vous, Jacques Lafleur ? Pour moi, non, mais avec tout le monde. 30 ans plus tard, la Nouvelle-Calédonie n'est pas indépendante. Mais la question n'est pas tranchée pour autant. Avant d'organiser un référendum d'autodétermination, la France a pour la première fois de son histoire tenté d'accompagner le processus de décolonisation en menant une politique de rééquilibrage en faveur du peuple colonisé. Depuis le début des années 90, des dotations plus importantes par habitant sont versées à la province Nord et à celle des îles Loyauté, très majoritairement Kanaks. L'ouverture d'une usine de nickel dans la province Nord en 2014 poursuit le même objectif. Mais jusqu'à présent, toutes ces mesures ont échoué à inverser le cours des choses. En 30 ans, les inégalités entre Kanaks et Européens ont continué de se creuser. En 2014, seulement 4% des Kanaks avaient suivi des études supérieures, contre 26% du reste de la population. Et les Kanaks représentent encore plus de 70% de la population dans les provinces Nord et des îles Loyauté, contre seulement 26% dans la province Sud, majoritairement européenne. Or, à cette division géographique se superpose toujours une fracture politique sur la question de l'indépendance. Lors des élections locales en 2014, la répartition des votes indépendantistes et loyalistes
recouvrait quasi parfaitement celle de la population kanak et non kanak sur le territoire. Problème, s'ils étaient encore majoritaires en 1958, les Kanaks ne représentent plus aujourd'hui que 39% de la population calédonienne. En l'état actuel des choses, la victoire de l'indépendance lors d'un référendum s'annonce donc très peu probable. Mais l'indépendance est une chose, la décolonisation en est une autre. Eh ben même ça yo ka fait Kanaki, c'est même ça yo ka fait en pays nous qui t'a nous. C'est même ça yo ka fait Martinique, c'est même ça yo ka fait Guadeloupe, c'est même ça yo ka fait la Réunion. On a la problématique des enfants de la Creuse. Récupérer des enfants qui ont des parents à la Réunion, hein, qui ne sont pas tous orphelins, mais qui ont des enfants à la Réunion, des petits Réunionnais, qui ont des habitudes, et les envoyer à la Creuse pour travailler la terre, se faire adopter pour travailler la terre. Ça aussi, c'est un génocide, c'est un crime contre l'humanité. Le Bumidum, ça c'était pour tuer une révolte. Parce que les Martiniquais en avaient déjà marre. C'est pas nous qui commençons à militer. Les anciens déjà commencé. Février 74. Maman, écoutez ça qui passait. C'était en février 74. C'était en février 74. C'était exactement le 14 février 74, le jour de la Saint-Valentin, un jeudi. Les abords d'un champ de bananes, quelques douilles sur le sol, dernière trace d'un drame qui restera à tout jamais dans l'histoire de la Martinique. En ce début d'année 74, la Martinique est en crise. Hausse du coût de la vie, conséquence du choc pétrolier, et chute de la banane, conséquence de la sécheresse, une chute record de la production de moins 40%. Première victime de cette crise, les ouvriers de la banane qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et qui réclament en vain une augmentation journalière de 5 francs. Il est inadmissible qu'actuellement, le simple ouvrier, par exemple, du bâtiment, touche 60 francs par jour, alors que l'ouvrier agricole actuellement touche moins de 30 francs par jour. Pas d'augmentation, pas de travail, c'est la grève dans les champs de bananes. Une grève qui paralyse un peu plus la Martinique, déjà secouée depuis plusieurs mois par une grande agitation sociale, des débrayages dans tous les secteurs contre la vie chère. Le préfet de l'époque et le patronat accusent alors les partis de gauche de tirer les ficelles de la contestation. Après certains congrès politiques, pour tout dire le congrès du groupement Révolution Socialiste qui s'est tenu il y a quelques semaines en Martinique, le congrès d'un mouvement gauchiste, on a assisté brusquement dans les campagnes à certaines actions déplorables, bien que, je dois le dire, limitées. Il faut préciser, comme vous le savez, et comme beaucoup de gens le savent, que les perturbations provoquées par les grèves sauvages ne sont pas des grèves proprement dites des ouvriers agricoles, mais des éléments venus de l'extérieur. 14 février 74, jour donc de la Saint-Valentin, un jeudi. Premier face-à-face le matin au Lorrain entre grévistes et gendarmes. Premier coup de feu, bilan 5 blessés. Deuxième face-à-face dans l'après-midi un peu plus loin, à l'habitation Chalvet à Basse-Pointe. Les gendarmes ouvrent à nouveau le feu et là c'est le drame, un gréviste est tué. La gendarmerie a commencé à tirer en plein sur les deux hommes qui disaient qu'ils se tendaient le bras en restant debout. Ils les ont abattus. Le gréviste tombé sous les balles des gendarmes, Reynord Ilmani, est enterré le dimanche suivant. Mais 2 heures avant ses obsèques, sur une plage du Lorrain, des pêcheurs découvrent le cadavre d'un autre gréviste, Georges Marie-Louise, disparu depuis le 14 février. Pour les syndicats, il n'y a pas de doute, ce sont les gendarmes qui l'ont jeté à la mer après l'avoir torturé et tué. Une autopsie a été pratiquée aujourd'hui en présence du procureur de la République et de 3 médecins, dont le premier adjoint au maire de Fort-de-France, le docteur Aliker, et le procureur de la République a publié un communiqué officiel dont les conclusions sont formelles. Aucune trace de violence n'a été relevée
sur le cadavre de ce jeune homme. Si les gendarmes ont tiré à Chalvet, c'est parce qu'en fait ça s'est toujours passé comme ça, à chaque grève des ouvriers agricoles. C'était le cas en mars 48 au Carbet, bilan 3 morts. Même scénario au Lamentin, en mars 61, 3 morts là encore. Sans oublier la fusillade de 53 à Ducos, qui fera de nombreux blessés. Pour ma part, je demeure persuadé que la Martinique vit un tournant. C'est un tournant très critique. Et je vous assure que l'avenir est très sombre. Mais après les 2 morts du 14 février 74, la grève, loin de faiblir, reprend de plus belle la semaine suivante. Acculé, le patronat finit par céder en accordant l'augmentation demandée par les ouvriers de la banane. La bataille est gagnée, mais au prix du sang. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était en février 74. Mai 68. Donc, et nous, dans le système, qui a tout ça qui a gourmet, justement, pour changer relation dominant, dominé, relation colon, autoritaire, oppresseur, sournois, mesquin, criminel, et un peuple qui est sous domination, eh bien, de toutes les manières, à chaque fois, ben, on essaie de nous faire taire, on essaie de nous détruire, on essaie de nous tuer. Parce que ça aussi, ça fait partie de leur façon de régler le problème. Où on nous fait venir des 80 gendarmes, on nous fait venir un deuxième préfet. Donc, les mêmes qui provoquent nos problématiques, le manque d'eau, un hôpital en état de délabrement, des personnels soignants suspendus, la vie chère, mais ce sont les mêmes qui veulent nous trouver des solutions. Je ne comprends pas. C'est le syndrome de Stockholm, le syndrome de Lynch. Ben moi, j'ai pas ce problème-là. Je n'ai pas ce problème-là. On pourrait parler encore des heures. Parce qu'il y en a tellement à dire. Donc, justement, pour moi, il est important parce que notre avenir, c'est la jeunesse. Je demande à la jeunesse, Makamandeo, Goumen, organisez Koyo. Makamandeo, je demande à la jeunesse d'apprendre son histoire. Je demande à la jeunesse de ne pas faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire de penser patriote, de penser à son peuple, de penser, pas que de penser qu'à soi, de protéger son peuple, de protéger sa famille, de protéger ceux qui viennent. Je demande à la jeunesse de prendre part à cette lutte. Il y a qu'elle qui pourra changer les choses. C'est-à-dire que nous, on essaie avec nos maigres moyens, on essaie de mener cette lutte, mais il faut qu'il y ait une relève. Donc, il faut que nos anciens fassent leur devoir de transmission et que la jeunesse puisse protéger sa population. Parce que si on ne fait rien aujourd'hui, eh ben ça sera la fin de tous les peuples des colonies. Et c'est ce qui est mis en place. Dans tout ce qui est fait aujourd'hui, que ça soit l'empoisonnement à la chlordécone, mais il n'y a pas que la chlordécone, d'accord? Il y a l'Azulox, il y a le Roundup, il n'y a pas que la chlordécone, d'accord? La preuve, aujourd'hui, la France nous crache à la gueule en nous disant que allez, on vous donne un nom, enfin, on veut un non-lieu, en fait. La France nous méprise, en fait, en prononçant un non-lieu, enfin, on va dire on a, alors que
nos ancêtres, il y a 200 ans avant, n'ont pas obtenu réparation. D'accord? Donc, il y a eu les victimes du crash. On essaie de leur mettre des bâtons dans les roues. Ils sont là depuis 12 ans. Comme ils étaient là ce matin terrible d'août 2005 pour attendre leurs proches à l'aéroport. Les familles des victimes du crash de Maracaibo ont procédé au dépôt de gerbes devant la stèle à Fort-de-France ce matin. La stèle avec ses 152 noms, 152 Martiniquais qui ne sont jamais rentrés au pays. Et si au bout de 12 ans les larmes se sont taries, il reste dans le secret des cœurs des pertes inimaginables. J'ai perdu 6 membres de ma famille, c'est-à-dire mon père, ma mère, ma soeur, ses 2 enfants et mon beau-frère. C'est-à-dire en totalité 6 personnes. La douleur ne s'efface pas. Le chagrin demeure, mais néanmoins, on vit avec. Mon seul devoir, c'est de vivre avec. Vous avez perdu qui pendant le crash? 29 amis de la Caisse générale de sécurité sociale. Ils étaient 29, plus une cousine à ma mère, son mari, ses petits-enfants, sa fille, etc. Vous venez chaque année? Chaque année. J'ai manqué une seule fois parce que j'étais hors de la Martinique, mais depuis 2005, je suis là chaque année. Je crois que je leur dois bien ça. Mais au fil des années, la commémoration se fait revendication. Car ce qui s'est passé depuis 12 ans, c'est que l'enquête a conclu à la responsabilité des pilotes. Rien sur l'agence qui avait organisé le voyage, le broker qui avait choisi la compagnie tombée en dépôt de bilan peu après le vol. Et ceci, les familles ne l'acceptent pas. Est-ce que la justice a cherché la vérité? Notre réponse est non. La thèse officielle des experts officiels, dont un monsieur qu'on appelle Bellotti, qui depuis 30 ans fait toutes les expertises dans tous les crashs concernant des citoyens de la République française, il est arrivé toujours à la même conclusion, c'est toujours le responsable, ce sont les pilotes. La justice a délivré un non-lieu sur la plainte d'homicide involontaire. L'association des familles de victimes a fait appel, pour le passé, mais aussi pour le futur. Si rien n'est fait, si le non-lieu est confirmé, ça voudra dire qu'on n'aura tiré aucune leçon de cette catastrophe. Ça voudra dire que les mêmes acteurs, parce qu'ils sont encore là, ils existent. Celui qui a surchargé l'avion, il est là. Il continue à exercer. Le broker de Miami, qui est allé chercher un avion poubelle, il est là. Il continue à exercer. Donc il y a des personnes qui ne sont pas inquiétées. Justice, vérité. Les avocats ont rendez-vous en septembre afin de fixer la date du procès en appel. Il pourrait se tenir d'ici la fin de l'année. Pour les 152. Justice, vérité. Pour les 152. Pour qu'ils ne puissent pas obtenir justice, on a les victimes de vol de terre. Il y en a beaucoup, qui se font voler leur terre en Martinique. Et de toutes les manières possibles, il y a des faux actes de naissance, il y a des géomètres qui au cadastre, qui séparent, qui divisent des parcelles, et pour qu'on ne puisse pas retrouver des parcelles mères, pour que les gens puissent pour récupérer, pour voler des terres de Martiniquais. Il y a des vols de titres de propriété. Ils en arrivent même à vous demander si vous placez vos parents en EHPAD, d'hypothéquer leurs biens. Mais c'est grave. C'est grave. Ils font des faux documents, de faux actes de naissance, de faux titres de propriété. Personne ne les condamne. Personne ne les condamne. Il n'y a aucune justice en Martinique pour nous. Ni pour les familles victimes. C'est elles qui sont convoquées à la gendarmerie. D'accord? Ce sont ceux qui dénoncent qui sont convoqués à la gendarmerie. Ce sont ceux qui dénoncent qui sont jugés. Et les criminels voleurs en costard-cravate ne sont pas jugés, sont protégés. Et derrière ça,
Ces terres qui sont volées, des promoteurs font des complexes immobiliers et les vendent en France. D'accord? Donc on nous tue de toutes les manières possibles. De par le foncier, les aliments, les pesticides, et nous ne pouvons pas, parce qu'on a des tribunaux qui sont gérés par des Occidentaux, des juges placés par un président de la République de la France, qui fait en sorte que nous n'ayons pas justice. Donc, on ne peut pas rester sans réagir face à tous ces crimes que nous subissons. On ne peut pas accepter de laisser nos enfants vivre ça. Donc, il faut leur donner tous les éléments en main. Il faut que les gens viennent sur le terrain. Ce qui se dit dans les médias et ce qui se fait sur le terrain, ce sont deux choses différentes. Et c'est sur le terrain qu'on arrive à déceler toutes les stratégies, toutes les corruptions que ces gens qui sont très haut placés, qui viennent nous faire la morale, mettent en place pour pouvoir soit nous génocider, soit voler ce que nous avons, soit nous obliger à partir de chez nous. Ce sont des stratégies mises en place. Et bien sûr, on a quelques-uns qui passent par les mailles du filet parce qu'ils ont des filons, ils ont des familles qui ont les moyens de les... Mais si on n'avait pas tous ces obstacles-là, si on n'avait pas tous ces obstacles-là tous ces gens qui nous mettaient des bâtons dans les roues, je pense que la Martinique et les colonies se porteraient beaucoup mieux. Alors, pour toi, l'optimiste? Je suis optimiste. Parce que je vois que de plus en plus de personnes s'organisent. Je vois que de moins en moins de personnes acceptent. Je vois que de plus en plus dénoncent. Je vois qu'il y a plus de personnes conscientes. Bien sûr, il y en a qui vont défendre leurs intérêts et qui vont préférer nier l'évidence, qui vont faire des dénis ou qui vont vouloir protéger les gens que nous dénonçons. Mais moi, je pense comme eux, avant de penser à ma personne. Je pense que si on s'y met tous, si on arrive à tous s'organiser, se réunir, et on arrivera à s'en sortir. On arrivera à empêcher tout ça. Mais il faut aimer son peuple, aimer les siens, et faire tomber tous ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, tous ceux qui nous font du mal, les dégager leur reprendre les clés de la cité, en fait. Voilà ce qu'il faut. Je crois qu'on peut pas s'arrêter sur d'autres, une plus jolie note, en fait. Ben, j'ai de l'espoir. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère. Et je vais continuer. Et je sais, j'ai la foi. Je sais qu'il y a des gens bien en Martinique. Je sais qu'il y a des gens qui sont conscients, des gens qui commencent à comprendre, des gens parce que bon, il y en a qui me le disent, que grâce à nos actions, aux actions des militants, des actions des Martiniquais avant tout, puisque oui, ils sont militants, mais ils sont Martiniquais, mais ils sont humains surtout. Ils ont ouvert les yeux, et donc moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont comprendre que nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Oui, il peut y en avoir parmi nous. Il peut y avoir des gens un petit peu trop ou pas assez.
Mais il faut savoir faire la part des choses. Puis il faut arrêter de nous critiquer. Les gens qui parlent de la forme, de la méthode, il n'y a que ceux qui ne feront pas d'erreur. On a droit à l'erreur. Nous sommes humains. On a droit à l'erreur. Et c'est ça, la normalité, en fait. C'est d'accepter que celui qui est en face de toi ait le droit à l'erreur. C'est d'accepter la différence de l'autre. Mais il ne faut pas non plus que cette différence ait un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu peux être comme tu veux. Tu peux être le plus gros voyou au monde. Mais si ton comportement a un impact sur quelqu'un qui ne t'a rien demandé, qui vit sa vie, et que toi, tu as décidé que tu viens prendre sa maison, tu viens prendre sa vie, tu viens prendre ce qu'il a, là, on doit t'empêcher de nuire. Et c'est ça le truc. Il faut qu'on t'empêche de nuire. Et donc, les militants ne sont pas des démons. Ce ne sont pas ce que certains médias veulent faire croire. Je suis un être humain comme tout le monde. J'ai un cœur comme tout le monde. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. J'ai un fort caractère. Je peux communiquer avec les gens comme je peux péter un câble et puis envoyer paître les gens. Parce que je suis comme ça. Après, je peux m'améliorer. Je peux changer. Mais ce que je fais, je le fais pas pour faire du mal à la population martiniquaise. Je le fais parce que j'aime les miens. Je m'aime. J'aime mes enfants. J'ai envie qu'elles aient une chance de s'en sortir. J'ai envie que la jeunesse ait une chance de s'en sortir. J'ai envie que toutes ces manigances ne puissent plus les atteindre, en fait. J'ai envie que ces enfants-là aient un morceau de terrain et qu'ils puissent planter ce qu'ils veulent. J'ai envie qu'ils aient une maison. J'ai envie que ces enfants-là puissent se promener sur le littoral. J'ai envie que ces enfants-là connaissent ce que moi j'ai connu. Les différents la faune et la flore qui composent la Martinique. J'ai pas envie que la Martinique devienne du béton. J'ai pas envie de ressembler à la France. J'ai envie de protéger les miens. Donc je fais ce qu'il faut pour ça. Et même si derrière ça, je me fais des ennemis, c'est pas grave. Ça ne me touche pas. J'ai envie qu'on reconnaisse, qu'on respecte, qu'on me respecte, qu'on respecte mon peuple, qu'on respecte mes ancêtres, qu'on respecte l'humain. Je vois pas en quoi c'est mal de vouloir ça, en fait. Nous sommes une nation et nous avons le droit d'exister. Exactement. Et s'il faut que je force ces gens-là à me respecter, et quand je dis ces gens-là, je parle de tous ceux qui sont les éléments qui nuisent à mon peuple, s'il faut les affronter, peu importe la manière, je le ferai. Merci Anchaï. Merci Anchaï pour l'Amoua. Merci Anchaï pour combat. Merci Anchaï pour Mounouye. Et en Lofos. Tchambé. C'est moi qui ai dit merci. Ça qu'a fait moi du bien. Et moi qui espéré que parole moi qui au moins ouvert au moins même si c'est en moun, mais ça qui déjà ça. Si pas ouvert il est ouvert chez. Au moins. Au moyen. Au moyen. Merci Anchaï. Merci. Merci Alicia. Merci. 1492. Avant Christophe Colomb, Américo Vespucci, Vasco de Gama, etc. Arrivé. Mon paradis n'est pas au ciel mais sur la terre, je te rassure. Des parfums, des couleurs, le créateur fait de la peinture. Des eaux chaudes et transparentes, le ciel est bleu, l'air est pur. Pas moyen d'y aller en voiture. Chez nous il n'y a pas de route, seulement des chemins. Les maisons sont faites à la main. Et si elles sont détruites demain, on les refait rien.
Viens pas nous créer des problèmes, on ne peut pas croire en ton modèle, non. N'entre pas dans mon paradis, c'est même pas la peine, je te le dis sans haine. N'entre pas dans mon paradis. Nous espérons que cet entretien vous aura permis de mieux entrevoir la femme derrière la militante. C'est même pas la peine, je te le dis sans haine. N'entre pas dans mon paradis. Yesh Matinik vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour de nouveaux portraits. Ondes de soleil. Pieds nus, le sol c'est du gazon. Je vois des voiles à l'horizon. Tout à l'heure il y aura des rires, des colliers de fleurs pour t'accueillir, des fruits, tout ce qu'il faut pour te nourrir. J'espère que tu ne vas pas me trahir.